Le livre qui parle vous propose d'écouter Le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac, lu par Marc Hamon et enregistré au Bélix Studio. Maître Freinhofer. Vers la fin de l'année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le costume était de très mince apparence entra dans une maison de la rue des Grands Augustins après s'être longtemps promené devant la porte avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose se présenter à sa première, à une facile maîtresse. Enfin, il demanda cependant si maître François Porbus était au logis. Et sur la réponse affirmative que lui fit une vieille femme, occupée à balayer une salle basse, il monta les degrés, mais lentement, en s'arrêtant de marche en marche, comme quelque courtisan de fraîche date, incertain de l'accueil que le roi va lui faire. Quand il parvint en haut de la vis, il demeura sur le palier, ne se décidant pas à prendre le heurtoir grotesque qui ornait la porte de l'atelier. Il éprouvait cette sensation profonde qui a fait vibrer tous les cœurs des grands artistes quand, au fort de leur jeunesse et de leur amour pour l'art, ils ont abordé certains hommes de génie ou quelques chefs-d'œuvre. Il existe dans tous les sentiments humains une fraîcheur vierge, une fleur primitive, enthousiasme qui va toujours faiblissant, jusqu'à ce que le bonheur ne soit plus qu'un souvenir et la gloire un mensonge. Or, parmi nos émotions fragiles, rien ne ressemble à l'amour comme la passion primordiale et jeune d'un artiste commençant le délicieux supplice de sa destinée de gloire et de malheur, passion pleine d'audace et de timidité, de croyances vagues et de découragement certain. À celui qui, léger d'argent, adolescent de génie, n'a pas durement palpité en se présentant devant un maître, il manquera toujours une corde dans le cœur, une touche de pinceau, un sentiment dans l'œuvre, une certaine expression de poésie. Il y a bien des fanfarons, bouffis d'eux-mêmes, qui croient trop tôt à l'avenir, mais ceux-là ne deviennent gens d'esprit que pour les sots. À ce compte, le jeune inconnu avait certes un vrai génie, si le talent doit se mesurer sur la timidité première, sur cette pudeur indéfinissable dont les gens promis à la gloire et les jolies femmes se défont un jour dans l'exercice de leur art. L'habitude du triomphe amoindrit le doute, et la pudeur est un doute, peut-être. Le pauvre néophyte, accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance, ne serait pas entré chez le peintre auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV, mais fort heureusement, un secours extraordinaire lui fut envoyé par le hasard. Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa démarche, le jeune homme devina que ce personnage était un protecteur ou un ami du peintre. Se reculant alors sur le palier pour lui faire place, il l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le caractère serviable des gens qui aiment les arts. Hélas, il y avait quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout ce je ne sais quoi dont les artistes sont friands.
Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate. Une bouche rieuse et ridée, un menton court, légèrement relevé, mais garni d'une barbe grise taillée en pointe. Des yeux vert de mer, ternis en apparence par l'âge, mais qui, par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devaient jeter parfois des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Du reste, le visage était singulièrement flétri par les fatigues de l'âge, et plus encore par ces pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sourcils sur l'arcade saillante où il roulait. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur, et travaillée comme une truelle à poisson, jetez sur le pourpoint noir du vieillard une lourde chaîne d'or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. C'était une toile de Rembrandt qui marchait silencieusement et sans cadre dans l'atmosphère noire créée par ce grand peintre. Il jeta sur le jeune homme un regard empreint de sagacité, frappa 3 coups à la porte, et un homme valétudinaire, âgé de 40 ans environ, étant venu ouvrir, « Bonjour, maître Porbus », lui dit-il d'une voix cassée. Porbus s'inclina respectueusement et laissa entrer le jeune homme en le croyant amené par l'inconnu. Ce serait chose assez importante, un détail artistement historique, que de dépeindre l'atelier de maître Porbus. Mais l'histoire nous prend tellement à la gorge, et les descriptions sont si cruellement difficiles à bien faire, sans compter l'ennui des lecteurs qui ont la prétention d'y suppléer, que vous perdrez, ma foi, ce morceau par moi peint à l'huile et peint sur place, où les jours, les teintes, la poussière, les accessoires, les figures possédaient un certain mérite. Il y avait surtout une croisée ogive coloriée et une petite fille occupée à remettre ses chausses, exécutée avec un fini vraiment regrettable. C'était aussi vrai, aussi faux, aussi peigné, léché, qu'une croquade d'amateur. Mais les arts sont si malades qu'il y aurait crime à faire encore des tableaux en littérature. Aussi nous sommes généralement sobres d'images, par pure politesse. Le jeune homme resta debout, immobile, devant un tableau qui, par ce temps de trouble et de révolution, était déjà devenu célèbre, et que visitaient quelques-uns de ces entêtés auxquels nous devons la conservation du feu sacré pendant les jours mauvais. À toutes les époques, il s'est rencontré des gens soigneux d'enterrer les drapeaux et de sauver les dieux en déroute. Cette belle page, le mot n'était pas encore inventé pour désigner une œuvre de peinture, mais j'aurais pu tout aussi bien vous dire cette pourtraiture sainte et mignonnement parachevée. Mais le plaquage historique me semble fatigant, outre que beaucoup ne comprennent plus les vieux mots. Cette page, donc, représentait une Marie égyptienne acquittant le passage du bateau. Ce chef-d'œuvre, destiné à Marie de Médicis, fut par elle vendu à Cologne au jour de sa misère. Et lors de notre invasion en Allemagne, 1806, un capitaine d'artillerie la sauva d'une destruction imminente en la mettant dans son porte-manteau. C'était un protecteur des arts qui aimait mieux prendre que de voler. Ces soldats avaient déjà fait des moustaches à la sainte protectrice des filles repenties et allaient, ivres et sacrilèges, tirer à la cible sur la pauvre sainte qui, même en peinture, devait obéir à sa destinée. Aujourd'hui, cette magnifique toile est au château de la Grenadière, près de Saint-Cyr en Touraine, et appartient à monsieur de Lancey. « J'aime ta sainte, dit le vieillard à Porbus,
et je te la paierai 10 écus d'or de plus que ce que t'en donne madame la reine. Mais aller sur ces brisées, du diable. Vous la trouvez bien? Fit le vieillard. Elle ne vit pas. En la regardant longtemps, je ne saurais croire qu'il y ait de l'air entre ses bras et le fond de la toile. Je ne sens pas la chaleur de ce beau corps, et ne trouve pas de sang dans les veines. Les contours ne sont pas vrais. N'analysons rien, ce serait faire ton désespoir. Le vieillard s'assit sur une escabelle, se tint la tête dans les mains et resta muet. Maître, lui dit Porbus, j'ai cependant bien étudié sur le nu les lignes du corps. Oui, oui, répondit le vieillard, un mois ou deux, et vous vous êtes arrêté là. Vous avez fait un admirable vêtement de chair à votre femme. Mais où est la vie? Une femme a certes cet air de tête, ce regard de douce résignation et doit tenir sa jupe ainsi. Mais où est le plus? Vous avez le moins dont se contente le vulgaire. Ô Mabuse, ô mon maître, ajouta ce singulier personnage, tu es un voleur, tu as emporté la vie avec toi. À cela près, reprit-il, cela vaut mieux que les peintures de ce Rubens. Au moins avez-vous là couleur, sentiment et dessin, les trois parties essentielles de l'art. Mais cela est sublime, bonhomme, s'écria d'une voix forte le jeune homme, sortant d'une rêverie profonde, et les deux figures ont une finesse d'intention ignorée des peintres d'Italie. Et qui êtes-vous? Lui demanda Porbus. Le pauvre néophyte rougit. Hélas, maître, pardonnez à ma hardiesse, je suis barbouilleur d'instinct, inconnu, arrivé depuis peu dans cette ville, source de toute science. À l'œuvre, lui dit Porbus en souriant, et lui présentant un crayon rouge et une feuille de papier. L'inconnu copia lestement la Madeleine au trait. Oh oh s'écria le vieillard. Votre nom? Le jeune homme écrivit au bas Nicolas Poussin. Allons déjeuner, dit le vieil inconnu à Porbus. Venez tous deux à mon logis. J'ai du jambon fumé, du bon vin, et malgré le malheur des temps, nous causerons de peinture. Nous sommes de force. Voici un petit bonhomme, ajouta-t-il en frappant sur l'épaule de Nicolas Poussin, qui a de la facilité. Apercevant alors la piètre casaque du Normand, il tira de sa ceinture une bourse de peau, y fouilla, prit 2 pièces d'or, et les lui montrant, « J'achète ton dessin, dit-il. Poussin tressaillit. « Prends, prends, s'écria Porbus. Il a dans son escarcelle la rançon de 3 rois. Bientôt, ils descendirent de l'atelier et cheminèrent en devisant sur les arts, jusqu'à une belle maison de bois située près du pont Saint-Michel, et dont Poussin admira les ornements, le heurtoir, les encadrements de croisées, les arabesques sculptées. Puis il se trouva tout à coup dans une salle basse, devant un bon feu, près d'une table chargée de mets appétissants, et par un bonheur inouï, dans la compagnie de 2 grands artistes sans morgue. « Jeune homme, lui dit Porbus, en le voyant ébahi devant un tableau, ne regardez pas trop cette toile, vous tomberiez dans le désespoir. » C'était l'Adam que fit Mabuse pour sortir de prison où ses créanciers le détinrent. Et en effet, il y avait dans cette figure une telle puissance de réalité que Nicolas Poussin commença dès ce moment à comprendre le véritable sens des paroles dites par le vieillard. Celui-ci regardait le tableau d'un air satisfait, mais sans enthousiasme. Il semblait dire « J'ai fait mieux ». « Il y a là de la vie, dit-il, et mon pauvre maître s'est surpassé. Mais il y manquait encore de la vérité dans le fond de la toile.
L'homme est bien vivant, il se lève et va venir à nous. Mais l'air, le ciel, le vent que nous respirons, voyons et sentons, n'y est pas. Il n'y a encore là qu'un homme. Mabuse le disait lui-même avec dépit quand il n'était pas ivre. Poussin regardait alternativement le vieillard et Porbus avec une inquiète curiosité. Il s'approcha de Porbus, comme pour lui demander le nom de leur hôte, mais le peintre se mit un doigt sur les lèvres d'un air de mystère, et le jeune homme, vivement intéressé, garda le silence, espérant que, tôt ou tard, quelques mots lui permettraient de deviner le nom de son hôte, dont la richesse et les talents étaient suffisamment attestés par le respect que Porbus lui témoignait et par les merveilles entassées dans cette salle. Poussin, voyant sur la sombre boiserie de chêne un beau portrait de femme, s'écria « Ceci est un Giorgione ?» ?»« Non, répondit le vieillard, c'est un de mes premiers barbouillages. »« Tudieu !» dit naïvement le Poussin. « Je suis donc chez le dieu de la peinture ?» Le vieillard sourit, comme un homme familiarisé depuis longtemps avec cet éloge. « Maître Freinhofer, dit Porbus, ne sauriez-vous faire venir un peu de ce bon vin du Rhin pour moi ? » « 2 pipes, répondit le vieillard. « Une pour m'acquitter du plaisir que j'ai eu ce matin en voyant ta jolie pécheresse, et l'autre comme un présent d'amitié. » « Ah, si je n'étais pas toujours souffrant, reprit Porbus, et si vous vouliez me laisser voir votre maîtresse, je pourrais faire une peinture haute, large et profonde, où les figures seraient de grandeur naturelle. »« Voir mon œuvre ?» s'écria le vieillard tout ému. « Non, non, je dois la couver encore. Hier, dit-il, j'ai cru vers le soir avoir fini. Ses yeux me semblaient humides, sa chair agitée, les tresses de ses cheveux remuaient, elle respirait. Ce matin, au jour, j'ai reconnu mon erreur. Je n'ai pas encore saisi la ligne vraie, la courbure exacte des formes de la femme. » Le vieillard fit une pause, puis il reprit. « Voilà 10 ans, jeune homme, que je travaille. Mais qu'est-ce que sont 10 ans pour lutter avec la nature ? L'on ne nous a pas dit le temps que le sculpteur Pygmalion a mis à faire la seule statue qui ait marché. » Le vieillard tomba dans une rêverie profonde, restant les yeux fixes et jouant machinalement avec son couteau. « Le voilà en conversation avec son esprit, » dit Porbus à voix basse. À ce mot, Nicolas Poussin se sentit sous la puissance d'une inexplicable curiosité d'artiste. Ce vieillard et ses yeux blancs, attentifs et stupides, étaient devenus pour lui plus qu'un homme, un génie fantasque vivant dans quelque sphère inconnue. Il réveillait 1000 idées confuses en l'âme, et le phénomène moral de cette espèce de fascination ne se définissait pas plus que l'émotion excitée par les sons d'une orgue parisienne criant un air de la patrie au cœur de l'exilé. Le mépris que ce vieil homme affectait d'exprimer pour les plus belles tentatives de l'art, sa richesse, ses manières, les déférences de Porbus pour lui, cette œuvre tenue si longtemps secrète, œuvre de patience, œuvre de génie sans doute, s'il fallait en croire la tête de vierge que le jeune Poussin avait si franchement admirée et qui était là, belle encore près de la dent de Mabuse. Pour toutes ces singularités, l'idiome moderne n'a qu'un mot. C'était indéfinissable. Admirable expression. Elle résume la littérature fantastique. Elle dit tout ce qui échappe aux perceptions bornées de notre esprit. Et quand vous l'avez placé sous les yeux d'un lecteur, il est lancé dans l'espace imaginaire. Alors le fantastique se trouve germé. Il pointe comme une herbe verte au sein de l'incompréhensible et de l'impuissance. Donc ce vieillard,
maître Freinhofer, paraissait indéfinissable, incompréhensible, et tout ce que la riche imagination de Nicolas Poussin put saisir de clair et de perceptible en voyant cet être surnaturel, surnaturel est encore une belle expression, c'est qu'il était le type le plus complet de la nature artiste, de cette nature capricieuse et folle, à laquelle tant de pouvoirs sont confiés et qui si souvent en abuse, emmenant la froide raison, les bourgeois et même quelques amateurs, à travers 1000 chemins pierreux où ils ne voient rien, tandis que la folâtre fantaisie de la jolie déesse découvre des épopées, des châteaux, des œuvres d'art. Nature moqueuse et bonne, féconde et pauvre. Ainsi, pour le pauvre Poussin, ce vieillard était devenu par une transfiguration subite l'art lui-même, l'art avec son secret, ses fougues, avec ses rêveries. Oui, mon cher Porbus, reprit Freinhofer, il m'a manqué jusqu'à présent de rencontrer une femme irréprochable, un corps dont les contours soient d'une beauté parfaite et dont la carnation... Mais où est-elle vivante, dit-il en s'interrompant, cette introuvable Vénus des anciens, si souvent cherchée, et dont nous rencontrons à peine les beautés éparses. Oh, pour voir un moment, une seule fois, la nature divine, complète, l'idéal enfin, je donnerais ma fortune. Nous pouvons nous départir d'ici, dit Porbus à Poussin. Il ne nous entend plus, ne nous voit plus. Allons à son atelier, répondit le jeune homme émerveillé. Oh, le vieux reître a su en défendre l'entrée. Ces trésors sont trop bien gardés pour que nous puissions y arriver. Je n'ai pas attendu votre avis et votre fantaisie pour tenter l'assaut du mystère. Il y a donc un mystère? Oui, répondit Porbus. Le vieux Freinhofer est le seul élève que Mabuse ait voulu. Se faisant son ami, son sauveur, son père, Freinhofer a sacrifié des trésors pour satisfaire les passions de Mabuse. Et Mabuse, reconnaissant, lui a légué le secret du relief, le pouvoir de donner aux figures cette vie extraordinaire, cette fleur de nature, notre désespoir éternel, et dont il possédait si bien le faire qu'un jour, ayant vendu et bu le damas à fleurs dont il devait s'habiller à l'entrée de Charles-Quint, il accompagna son maître avec un vêtement de papier sur lequel il avait peint le damas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.